Bonjour à tous. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce second épisode de notre série, consacrée à la sortie de la pensée dogmatique, en particulier dans le domaine de la santé. Alors, ça va être une série faite d'épisodes très courts, directs, qui vont droit au but, sans détour inutile, et qui cherchent avant tout à remettre un peu de physiologie, de discernement et de vivant, là où il y a souvent trop de certitudes. Et c'est moi Nina, qui vais vous accompagner aujourd'hui. Attention, j'ai pas dit IA, pour celles et ceux qui douteraient encore de ma réalité, mais bien Nina, en chair, en voix et en pensée critique. Dans le premier épisode de cette série, on a posé une base essentielle. Le vivant ne fonctionne ni sur un mode figé, ni sur une logique définitive, ni sur une solution valable une fois pour toutes. Il fonctionne par alternance, par ajustement successif, par réponse adaptative à un environnement et à un état interne qui change en permanence. Cette notion, elle est fondamentale. C'est le socle sur lequel nous basons tout notre travail chez Régénère. Aujourd'hui, on va aborder une notion encore plus dérangeante pour l'esprit dogmatique. Une notion profondément mal comprise et presque toujours connotée négativement, et pourtant absolument centrale dans toute démarche authentique de santé et d'autonomie. L'erreur. Dans notre culture moderne, l'erreur, elle est vécue comme quelque chose qu'il faudrait éliminer. Se tromper, ce serait le signe qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas assez étudié, qu'on n'a pas assez écouté les bonnes personnes, ou qu'on n'a pas assez bien appliqué la méthode. Et cette vision profondément négative de l'erreur, elle vient pas de nulle part. Elle est largement héritée d'un système scolaire dans lequel on a grandi. Un système fondé non pas sur l'exploration, l'expérimentation et l'ajustement, mais sur la sanction de l'erreur. Dès l'enfance, se tromper, ça devient quelque chose qu'il faut éviter. Quelque chose qui coûte des points, qui fait baisser une note, qui expose à un jugement, à la comparaison et même parfois à l'humiliation. L'erreur, elle n'y est pas considérée comme une étape normale du processus d'apprentissage, mais comme un écart à corriger, une faute à éliminer, un signe d'incompétence. On apprend très tôt à chercher la bonne réponse plutôt qu'à comprendre le raisonnement, et à reproduire plutôt qu'à expérimenter, et donc à éviter l'erreur plutôt qu'à l'explorer. Ce modèle de pédagogie négative imprime profondément les esprits et conditionne notre rapport à l'apprentissage, au savoir et plus tard à notre propre corps. Il n'est donc pas étonnant que dans le domaine de la santé, beaucoup cherchent encore la méthode parfaite qui éviterait toute erreur, comme s'il existait enfin un cadre rassurant où on pourrait appliquer sans jamais avoir ni à ressentir, ni à ajuster ou à se tromper. Ça, on va y revenir plus loin. L'erreur, elle devient alors une faute, parfois même une faute morale. Et plus encore dans le domaine de la santé, où se tromper, c'est souvent associé à la peur, à la culpabilité, voire à la mise en danger. Mais cette vision de l'erreur, elle est non seulement fausse, mais surtout, elle est profondément incompatible avec le fonctionnement du vivant. Parce qu'il faut comprendre une chose très concrète sur le plan physiologique. Le vivant, il évolue en permanence. Les paramètres internes du corps, l'état hormonal, nerveux, digestif, inflammatoire, énergétique, changent d'un jour à l'autre, parfois d'une heure à l'autre, en fonction du sommeil, du stress, de l'alimentation, de l'activité physique, du climat, des émotions, de l'environnement. Un corps, il n'est jamais strictement identique à lui-même 2 jours de suite. Dès lors, il est physiologiquement impossible qu'une réponse qui était juste hier le soit automatiquement aujourd'hui. Il y aura toujours un écart entre ce que vous prévoyez, un choix alimentaire, un rythme de jeûne, une pratique, à la réalité des besoins du corps à l'instant T. Cet écart, c'est pas une faute, c'est un signal. L'art de la santé ne consiste pas à appliquer parfaitement une règle extérieure, mais à apprendre à lire ces signaux. La qualité de l'énergie, la faim réelle, la digestion, la récupération, la clarté mentale, la stabilité émotionnelle. Ce sont eux qui indiquent si l'organisme est soutenu ou au contraire s'il est mis en tension. Au début, cette lecture elle est imprécise. Les signaux ils sont mal interprétés, ils sont confondus, parfois ignorés. On agit avec retard, on ajuste trop tard ou pas assez. Ce décalage il est inévitable. Et c'est précisément ça qu'on appelle l'erreur. Mais plus vous acceptez ce processus, plus vous prenez la responsabilité de vos choix, plus vous cessez de déléguer votre discernement à une méthode ou à une autorité extérieure. Et donc, plus cette lecture, elle devient fine. Vous commencez à reconnaître les premiers signes de fatigue avant l'épuisement, les premiers signes de surcharge avant l'inflammation, les premiers signes de besoin de construction avant l'effondrement énergétique. L'autonomie en santé, elle ne consiste pas à ne plus jamais se tromper. Elle consiste à réduire progressivement le délai entre le signal et l'ajustement, à corriger plus tôt, plus justement et avec moins de dégâts. L'erreur, elle ne disparaît pas, mais elle devient plus courte, plus légère et plus informative. C'est ainsi que
on passe d'une santé sous contrôle extérieur à une santé vécue de l'intérieur. Et c'est exactement ce que les approches dogmatiques empêchent. Parce que, en promettant l'absence d'erreur, elles vous privent de la seule chose qui permette justement de devenir réellement autonome. L'apprentissage par l'expérience, l'écoute du corps et l'ajustement permanent au vivant. Parce que oui, les approches dogmatiques, quelles qu'elles soient, elles reposent toutes sur la même promesse implicite. Si vous suivez correctement la méthode, si vous respectez les règles, si vous appliquez le protocole à la lettre, alors vous ne vous tromperez plus. Plus d'erreurs, plus d'hésitation, plus d'incertitude. Cette promesse, elle peut sembler rassurante, mais en réalité, elle est extrêmement dangereuse. Parce que quelqu'un qui vous promet de ne plus jamais faire d'erreur ne cherche pas à vous rendre plus libre. Il cherche au contraire à vous rendre dépendant. Dépendant d'un cadre extérieur, d'un système de règles, d'une autorité qui valide ou invalide vos choix. Supprimer l'erreur, ce n'est pas vous protéger, c'est vous retirer toute possibilité d'apprentissage réel. Sur le plan le plus fondamental, l'erreur, ce n'est pas une faute, mais c'est un mécanisme d'ajustement. Physiologiquement, l'erreur correspond simplement à l'écart entre une prévision et la réalité du vivant. Vous anticipez une action, vous mettez en place une action, et le corps répond autrement que ce que vous aviez imaginé. Cet écart, ce n'est pas un problème à corriger moralement, c'est une information à intégrer. Je me répète, le vivant fluctue en permanence. Votre état hormonal, nerveux, digestif, énergétique, émotionnel, ça n'est jamais strictement identique d'un jour à l'autre. Vos besoins évoluent avec votre âge, votre niveau stress, votre charge mentale, votre environnement, vos saisons de vie. Dans un système aussi mouvant, vouloir supprimer l'erreur revient à nier la réalité même du vivant. C'est vouloir figer ce qui, par nature, est dynamique. Plus vous acceptez l'erreur, plus vous affinez votre capacité à sentir ce qui se passe réellement dans votre corps. Plus vous acceptez l'erreur, plus vous développez un discernement fin, incarné et non théorique. Plus vous acceptez l'erreur, plus votre intuition devient précise. Non pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle est nourrie par des allers-retours constants entre expérience et ajustement. L'erreur, ce n'est pas ce qui vous éloigne de la justesse. Elle est justement le seul chemin possible pour s'en approcher. À l'inverse, toute approche qui prétend vous éviter l'erreur, ou qui stigmatise celles et ceux qui se sont trompés, ou qui transforme une expérience mal ajustée en preuve d'incompétence, c'est une approche qui vous coupe progressivement de votre propre ressenti. Elle vous apprend à ne plus vous faire confiance, à attendre une validation extérieure et à chercher la bonne règle plutôt que la bonne écoute. Chez Régénère, on considère exactement l'inverse. On considère que l'erreur, elle est non seulement inévitable, mais elle est indispensable. Elle est le langage par lequel le vivant vous répond, la friction nécessaire pour ajuster votre trajectoire. Elle est ce qui vous empêche de rester enfermé dans un modèle qui ne vous correspond plus. Sortir du dogme, ce n'est pas trouver la bonne réponse une fois pour toutes. C'est accepter que la santé ne soit ni un protocole, ni une ligne droite, ni une identité à défendre. Sortir du dogme, c'est accepter de se tromper, non pas par négligence, mais parce qu'on avance, on explore, on teste et on affine. Les dogmes ont besoin que vous ayez peur de l'erreur. Parce qu'une personne qui n'ose plus se tromper, c'est une personne qui n'ose plus expérimenter. Et donc une personne facile à maintenir dans un cadre rigide. Et comme on en parlait en début de ce podcast, cette peur de l'erreur, elle n'est pas accidentelle. C'est le produit d'un véritable dressage cognitif mis en place très tôt dès l'enfance. Le système scolaire moderne, il n'est pas fondé sur l'exploration, l'expérimentation ou la découverte progressive du réel, mais sur la normalisation des réponses et sur la sanction de l'écart. En quelques années, une curiosité naturelle, intuitive, joyeuse, elle est méthodiquement écrasée pour être remplacée par une recherche anxieuse de la réponse correcte, de la réponse attendue et de la réponse validée par les autorités. L'erreur, elle n'y est jamais vécue comme une information, et encore moins comme une richesse. Elle est pénalisée, notée, comparée et même parfois humiliée. L'enfant y comprend très vite que penser par lui-même, c'est risqué, que sortir du cadre, ça coûte cher, et que la sécurité passe par l'alignement. Ce système, il ne forme pas des individus autonomes. Il fabrique des êtres soumis à des référentiels extérieurs, conditionnés à croire qu'il existe toujours quelque part une réponse juste, unique et absolue. Ce conditionnement, il ne s'arrête évidemment pas à l'école. Il se prolonge presque naturellement dans la médecine protocolaire, où on apprend à appliquer des schémas standardisés, des recommandations générales, des conduites à tenir, pensées pour des moyennes statistiques, bien plus que pour des individus vivants, singuliers et fluctuants.
La santé elle devient alors un domaine sous contrôle, géré par des protocoles, des normes, des seuils, et non plus par une relation intelligente entre une personne et son propre corps. Ivan Illich avait déjà dénoncé ce glissement il y a plusieurs décennies, lorsqu'il expliquait que les institutions modernes, sous couvert de protection et d'expertise, finissaient par déposséder les individus de leur capacité à prendre soin d'eux-mêmes. L'école, la médecine, puis la santé deviennent ainsi des systèmes qui retirent progressivement à l'individu son pouvoir de sentir, de comprendre, d'expérimenter et donc de se responsabiliser. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que les discours dogmatiques rencontrent autant de succès. Ils s'adressent à des personnes qui ont appris à se méfier de leur intuition, à douter de leur propre expérience directe et à chercher à l'extérieur une vérité rassurante. L'erreur, au lieu d'être un moteur d'enrichissement personnel, devient une menace. Et c'est précisément cette peur apprise qui rend les individus gouvernables, médicalisables et protocolisables. A l'inverse, une personne qui accepte l'erreur devient progressivement autonome, capable d'ajuster, de revenir en arrière, de changer de cap sans se renier, sans s'effondrer, sans avoir besoin qu'une autorité extérieure valide chacun de ses pas. Elle apprend par l'expérience directe, elle affine son discernement, elle développe une intelligence située, incarnée, profondément reliée au réel. Et c'est précisément le cauchemar de tous les systèmes totalitaires, quelle que soit leur forme ou leur visage. Ivan Illich l'avait formulé de manière limpide. Une société devient oppressive à partir du moment où elle confisque aux individus leur capacité à apprendre par eux-mêmes, à prendre soin d'eux-mêmes, à décider pour eux-mêmes. Il expliquait que plus une institution prétend protéger, guider ou corriger les individus, plus elle les rend dépendants, inaptes et finalement soumis. Une personne autonome, elle est ingérable. Une personne capable d'apprendre de ses erreurs, elle échappe au contrôle. Ivan Illich allait même plus loin, en affirmant que l'autonomie réelle commence là où l'institution cesse de dicter la bonne manière de faire, de penser ou de vivre. L'erreur dans cette perspective, c'est pas une faiblesse à corriger, mais une condition indispensable de la liberté. Supprimez ou sanctionnez l'erreur, et vous supprimez la possibilité même de l'émancipation. Cette idée traverse toute la pensée libertaire. Cornelius Castoriadis expliquait que l'autonomie suppose la capacité d'une société, et donc d'un individu, à se remettre en question, à reconnaître ses impasses et à ne jamais sacraliser ses propres réponses. Hannah Arendt rappelait, elle, que le totalitarisme prospère précisément là où les individus cessent de penser par eux-mêmes et cherchent des règles toutes faites pour se dispenser de juger. Une personne qui accepte l'erreur pense, et une personne qui pense devient difficile à gouverner. Parce qu'elle n'obéit plus mécaniquement, elle n'applique plus sans comprendre, elle n'adhère plus à une vérité unique par peur de se tromper. Elle observe, elle teste, elle ajuste et surtout, elle assume les conséquences de ses choix. Dans un monde fondé sur la normalisation, la protocolisation et la gestion des comportements, cette posture elle est profondément subversive. Une personne autonome en santé, capable de lire ses signaux corporels, de corriger ses excès, de sortir d'un modèle devenu inadapté, il échappe aux logiques de contrôle, qu'elles soient médicales, idéologiques ou marchandes. C'est pour ça que l'erreur elle est si violemment disqualifiée. Non pas parce qu'elle serait dangereuse, mais parce qu'elle rend libre. Et un individu libre, responsable, capable d'apprendre par lui-même, c'est jamais un bon sujet. Alors oui, vous ferez des erreurs. Vous irez parfois trop loin dans une direction. Trop de détox, trop de jeûne, trop de végétal, ou au contraire, trop de produits animaux. Vous appliquerez un outil plus longtemps qu'il ne faudrait. Vous devrez corriger, ralentir, bifurquer. Et c'est pas un problème, parce que c'est exactement ainsi que fonctionne le vivant. Le seul véritable échec serait de refuser d'apprendre de ces ajustements et de se poser en victime. La victime, elle cherche les absolus, les dogmes et la sécurité, et elle est prête à accepter toutes les privations de liberté individuelle pour surtout être protégée de l'erreur. Dans le prochain épisode, on parlera des choix alimentaires, des dogmes nutritionnels et d'explications monocausales. C'est tout un programme. Mais d'ici là, souvenez-vous que l'erreur, ce n'est pas votre ennemi. Elle est votre seule boussole réelle, à condition d'accepter de l'écouter. Et par pitié, sauvez les enfants du rouleau compresseur de la pensée normalisée.